Merci beaucoup, bonjour à toutes et tous. Merci Laetitia, merci à la Fondation Napoléon aussi de m'inviter encore. Je suis la preuve vivante que les Napoléoniens traitent mieux les Staliens 200 ans plus tard. Donc il y a bien un progrès dans l'histoire. Merci encore à vous. Alors pour notre sujet, je dirais qu'il y a, me semble-t-il, 3 erreurs ou 3 tentations à éviter lorsqu'on parle de Germaine de Staël au temps de Napoléon, sous l'angle de l'affrontement entre un homme et une femme. Première tentation à éviter, l'exceptionnalité, celle qui consisterait en fait à distinguer Staël de la communauté féminine ordinaire, de dire que Staël n'est pas une femme parce qu'elle n'est pas une femme comme les autres, ce qui reviendrait à amoindrir sa légitimité comme femme ou à amoindrir sa capacité à représenter les femmes sous l'Empire. Il y aurait 3 raisons qui justifieraient cette exceptionnalité, bien sûr, possible. La première raison, ce sont des raisons biographiques qui ont été évoquées ce matin par Jean Tullard. Staël n'est pas n'importe quelle femme, elle est la fille, quel lapsus, elle est la fille d'un ministre et la fille unique, en plus d'un couple, les Necker, qui est parmi les couples les plus importants des dernières années de l'Ancien Régime. Elle s'illustre donc par une destinée extraordinaire. Au sens propre, la vie de Staël n'est pas la vie de n'importe quelle femme, et il est donc problématique peut-être de la prendre comme exemple. À quoi s'ajouteraient, à ces raisons biographiques, des raisons bien sûr économiques. Staël est une femme riche, qui bénéficie toute sa vie d'un grand confort financier, si bien que les malheurs qui la frappent paraissent peut-être moins graves que ceux qui frappent d'autres femmes. Elle est d'ailleurs tout à fait consciente de cette situation particulière. Dans 10 années d'exil, elle dit « j'étais moins à plaindre qu'une autre ». Enfin, 3e raison qui pourrait justifier une exceptionnalité, à tort peut-être de Staël, des raisons littéraires et des raisons éditoriales. Staël est une des écrivaines les plus célèbres de l'époque. Il se trouve que le pic de sa notoriété coïncide avec l'arrivée au pouvoir de Bonaparte, puisque Delphine, le grand roman du scandale, paraît sous le Consulat en 1802, et c'est sous l'Empire qu'elle publie les textes qui vont la rendre le plus célèbre, Corinne en 1807 et De l'Allemagne en 1810 et 1814 pour l'édition française. Donc Staël occuperait peut-être, et c'est beaucoup dit, à juste titre en partie, une place à part, voire dans le paysage littéraire, une place un peu occultante. Donc, dans ces 3 cas de figure, par sa vie, par sa richesse, par sa notoriété, Staël ne serait peut-être pas une femme de son époque, parce qu'elle n'est pas représentative des femmes de son époque. La 2e tentation qu'il faut aussi éviter, ce serait celle de la politisation exclusive, celle qui revient à distinguer Staël de la communauté féminine au motif que le combat qu'il oppose à Napoléon, ce qu'elle appelle elle-même sa lutte, virilise Staël, en fait une figure de puissance, transformée, non pas en homme, mais en une figure virilisée par les circonstances. Elle devient d'ailleurs, de l'avis de tous, un adversaire parmi les plus redoutables de l'empereur. Donc soit Staël est virilisé, soit Staël, au contraire, est universalisée par les circonstances politiques. Elle s'inclut d'ailleurs elle-même dans la catégorie neutre en termes de genre de ce qu'elle appelle les amis IS de la liberté. Staël explicite d'ailleurs à différentes reprises la dimension collective de la confiscation de la liberté qu'annonce pour elle le 18 Brumaire. Je cite les considérations. Le 18 Brumaire, dit-elle, je me sentais dans cet instant une difficulté de respirer qui est devenue depuis, je crois, la maladie de tous ceux qui ont vécu sous Bonaparte. Tous ceux qui ont vécu sous Bonaparte, en disant cela, Staël n'est plus une femme parce qu'elle devient, vous voyez, elle rejoint le genre humain, l'ensemble des hommes, mais au sens, cette fois, générique du terme. Donc la tentation politique est aussi, me semble-t-il, à éviter. Enfin, la 3e et dernière tentation à éviter, ce serait celle du scénario amoureux. Celle qui consisterait à enfermer face à Napoléon Staël dans le piège d'une féminité doublement réductrice, celle d'une femme passionnément attirée par cet homme, celle d'une femme douloureusement et conduite par cet homme. Ce scénario amoureux est, me semble-t-il, peu convaincant aussi, d'une part parce qu'il occulte toutes les autres dimensions de la relation passionnelle et complexe qui unit Staël à Napoléon, notamment une dimension politique et une dimension intellectuelle, puisque Staël va analyser Bonaparte, ce qu'on pourrait presque appeler le cas
Bonaparte. Elle est une des seules à le faire. Donc cette dimension disparaît si on s'en tient à une relation amoureuse. Et puis, parce que réduire Staël à une femme de sentiments, qui plus est une femme aveuglée par ses sentiments, ce qu'elle a pu être aussi, bien sûr, serait un contresens par rapport à tout le projet, toute l'existence stalienne. Tout dans la vie de Staël défie et désarme les préjugés qu'on pourrait dire essentialistes. Tout, son enfance, son éducation, ses choix d'autrice, son engagement sur la scène publique montre que Staël ne se réduit pas à la caricature de féminité à laquelle, à son époque déjà, on a tendance à confiner les femmes. Donc Staël est sans doute à envisager autrement. Et c'est donc pour moi l'intérêt et la grande vertu de ce colloque, dans l'intitulé même qu'il nous propose, « Être femme », au temps de Napoléon, que de renouveler les perspectives en nous obligeant à dépasser ces trois écueils, celui de l'exceptionnalité, celui de la politisation et celui du scénario amoureux. En nous posant cette question, vous nous obligez à envisager Staël comme femme. Eh bien, c'est justement pour moi une perspective doublement passionnante et qui est nouvelle pour deux raisons. D'abord parce que dans le cas de Staël, le concept, enfin pour le dire plus clairement, le concept de féminité me semble doublement opératoire. Première raison, pourquoi il faut dire que Staël est une femme sous l'Empire? La première raison, c'est que Staël, sous l'Empire, diagnostique, on peut discuter, mais diagnostique une haine particulière pour les femmes à son époque. Et donc, ces femmes feraient, pour elles, l'objet d'une persécution aggravée. La conséquence de cela, c'est que l'Empire féminise Staël. Elle ne revendique jamais autant sa qualité de femme, son statut de femme, qu'au moment où Napoléon déclare ce qu'elle identifie, elle, comme une guerre aux femmes. Étudier l'Empire sous l'angle de Staël comme femme éclaire donc pour nous, sous un nouveau jour aussi, quelle femme a été Staël, à quel modèle de féminité elle s'est identifiée. Il est donc fécond, dans un premier sens, d'envisager Staël comme femme pour éclairer sa propre trajectoire. Il faut, pour le dire plus clairement, l'Empire pour écrire une nouvelle page, et peut-être la plus intéressante, de la féminité staélienne. Mais cette féminité exacerbée met à son tour en lumière les ressorts politiques, mais aussi les ressorts moraux qui sont propres à l'Empire. Puisque Staël raconte en femme l'histoire de son combat contre Napoléon, elle retrace moins sa propre expérience personnelle qu'elle n'analyse ce que l'Empire fait spécifiquement aux femmes et pourquoi. Étudier Staël comme femme éclaire donc aussi, sous un nouveau jour, le type de pouvoir qu'aurait exercé Napoléon. Il faut, en d'autres termes, la femme, Staël, pour écrire peut-être une autre histoire de l'Empire. C'est en tout cas ce que je vais vous proposer en 3 temps, que je veux bref, je vous rassure, parce que là vous vous dites elle est partie jusqu'à midi, mais non, c'est prévu, il y avait une longue intro, mais après je vais être plus bref, 3 temps, 3 parties brèves. La première, et c'est 3 questions auxquelles je vais essayer de répondre rapidement. Première question, en quoi l'Empire forge-t-il une féminité staélienne? Ce sera l'Empire ou la naissance d'une femme. Deuxième temps, en quoi l'Empire nourrit-il chez Staël une réflexion sur le féminin? Et là, ce sera l'Empire ou la conscience de genre. Enfin, en quoi la féminité staélienne éclaire-t-elle les ressorts politiques de l'Empire? Ce sera une histoire critique de la puissance. Alors, première partie, brève, l'Empire ou la naissance d'une femme, il est effectivement remarquable, au sens neutre, spectaculaire, que Staël exhibe sa féminité lorsqu'elle se trouve dans le face-à-face avec Napoléon. Elle ne le fait jamais. Staël est une féministe, entre guillemets, contradictoire, je mets entre guillemets parce que le terme n'existe pas, mais l'idée existe, féministe contradictoire et paradoxale qui a tendance à disparaître, à ne jamais s'affirmer comme femme, à disparaître comme autrice, à neutraliser son énonciation et à n'être absolument jamais solidaire des autres autrices de son époque. Staël est une figure solitaire et on peut dire assez peu solidaire. On attend d'elle souvent qu'elle revendique sa féminité, par exemple dans le chapitre sur de la littérature où elle parle des femmes qui cultivent les lettres, et bien étonnamment, elle ne revendique jamais sa féminité. Or, justement, cette neutralité vole en éclats face à Napoléon. Staël n'a jamais autant souligné sa féminité que lorsqu'elle affronte l'empereur. D'ailleurs, c'est le sens de la citation que j'ai choisie comme titre. « Je suis la première femme que Bonaparte exila ». On entend déjà,
je suis une femme, elle insiste aussi, dans sa correspondance, elle se présente à une autre reprise comme une femme persécutée et sans défense. Staël est une femme persécutée, dit-elle, et elle va même jusqu'à essentialiser sa fragilité lorsqu'elle dénonce la souffrance que représente pour elle l'exil et l'obligation en particulier de quitter la ville de Paris. Elle insiste sur sa nature féminine spécifiquement vulnérable. Je cite, « Je suis très ébranlable par ma nature », et lorsqu'elle doit quitter la France à Bondy à l'automne 1803, où elle est sur la route de l'Allemagne avec Benjamin Constant, elle écrit dans sa correspondance « Les femmes ne sont pas faites pour de telles douleurs ». Donc cette essentialisation du féminin, qui est inédite dans la vie stalienne, qui apparaît en tout cas au moment de l'Empire, elle n'est pas rhétorique simplement, elle se prolonge dans ces années impériales par, alors je suis désolée de rentrer dans des choses un peu personnelles pour Staël, elle se prolonge par une expérience féminine particulière. On pourrait dire, quand on regarde l'échelle de l'ensemble de la vie stalienne, que les années où Staël vit intensément sa féminité sont aussi les années de l'Empire. Staël a 38 ans lorsque commencent les ennuis et lorsque commence le consulat, au moment du sacre. Elle est donc presque quadragénaire. Chantal Prévost, dans son très bon livre, dit qu'effectivement, à cette époque, il y a une certaine insignifiance, je reprends votre titre, l'insignifiance passé 40 ans. Les femmes n'ont plus d'enfants, ne sont plus bonnes à marier. Mais il se trouve que Staël devient doublement mère à cette époque, alors qu'elle a bientôt 40 ans et ensuite passé 40 ans. Elle est mère parce que à chaque fois qu'on va l'attaquer, elle va rappeler qu'elle est mère de 3 enfants. Il est, dit-elle, complètement barbare qu'un gendarme demande à une femme, mère de 3 enfants, une femme et ses enfants, de quitter la France. Et puis, dans ces années-là, Staël devient mère, puisqu'elle a un 5e enfant, Alphonse, qui naît le 7 avril 1812, à 46 ans. Cette naissance est secrète, mais la police de l'empereur en est largement informée, comme les rapports de police le précisent. Et cette naissance tardive, qui est comme un défi d'une féminité qui ne voudrait pas s'éteindre, puisque Staël atteint bientôt ce qu'elle appelle l'âge critique de la vie des femmes, et pourtant cet enfant qu'elle n'a certainement pas voulu, j'imagine, on n'a pas de témoignage là-dessus, mais cet enfant naît, et il naît quasiment en même temps que le fameux descendant dont Bonaparte attend depuis si longtemps, la venue en 1811. Il y a presque une concurrence de filiation, vous voyez, de descendance. Il y a un dernier Staël qui naît, je trouve ça assez intéressant aussi et assez symbolique. Staël est en plus une chef de famille, on en a parlé hier, elle est veuve, elle est riche, elle gère le patrimoine, elle incarne donc pour 1000 raisons une féminité complètement subversive dans ces années impériales. Enfin, Staël souffre, s'exhibe aussi comme femme dans la douleur. Il est très frappant quand on lit sa correspondance et qu'on étudie ce chapitre de voir que Staël met toujours en avant sa souffrance. Elle ne peint pas du tout une féminité victorieuse ou combattante, au contraire. Elle valorise un scénario victimaire. Il dit, à un moment donné, elle écrit à l'empereur pour le supplier de lui permettre de revenir à Paris. Elle lui dit « Si je peignais à votre majesté ce qu'éprouve une femme en se séparant des amis de toute sa vie, je suis sûre que vous auriez pitié de moi. » Il y a sous sa plume un scénario victimaire, étrange. Staël se plaît à se peindre en femme et en femme blessée, en femme outragée qu'elle est. Donc féminité surdéterminée, c'était le premier temps. Deuxième temps, Staël, une fois qu'elle a affirmé sa féminité, va définir ou analyser plutôt ce que c'est qu'une femme, prendre conscience de genre, en deuxième temps, de ce que ça veut dire qu'être une femme. À partir de ce moment-là, si elle est féminisée par l'affrontement politique et moral avec l'empereur, elle va acquérir en retour une clairvoyance un peu plus frappante sur ce qu'elle identifie autour d'elle comme une virilisation inouïe des mœurs et des esprits qui caractérisent les années 1804-1815. Ça a été d'ailleurs souligné par beaucoup d'historiens, dont encore Chantal Prévost. Vous vous rappelez, Chantal, que le fait militaire, je cite, imprègne toutes les couches sociales. Alors, traverser 15 ans de guerre, 15 ans entouré de soldats, change évidemment les représentations mentales, change les imaginaires, et Staël est très lucide sur le fait qu'on vit dans un monde d'hommes, enfin on, elle, mais peut-être nous aussi, un monde viril, un monde de soldats, et pour elle, ça se traduit par un imaginaire de la chasse. Elle dit « Nous sommes les femmes des proies, un gibier
avec des prédateurs. Il n'y a plus que des hommes avec des armes, en fait. Et donc, il y a tout un travail sur la chasse. Thierry, tu as travaillé sur les loups récemment. C'est un autre sujet, mais qui m'intéresse. Il se trouve que Staël écrit beaucoup « Nous sommes un gibier poursuivi par des chasseurs ». Savary avait dit-elle, qu'à 38 lieues, j'étais de bonne prise. Savary, qu'elle qualifie de corsaire ministre. Il y a toujours un homme en armes qui vient attraper la femme comme un gibier. Lorsqu'elle est poursuivie dans toute l'Europe en 1811-1812, elle parle d'un système qui consiste à la traquer comme une biche. Et elle parle encore des filets du despotisme que Bonaparte tend à travers toute l'Europe. Ces métaphores de la chasse, de la pêche, de la capture des animaux nourrissent un imaginaire que les femmes seules peuvent identifier comme étant, à mon avis, l'une des autres approches de cette époque. Autre analyse de la féminité chez Staël, la conscience chez elle que les femmes sont persécutées collectivement, qu'il y a une haine des femmes. On peut dire que Staël, pour la première fois de sa vie, se crée des sœurs de résistance. Elle est consciente qu'elle est persécutée, elle, personnellement, pour des raisons politiques évidentes, mais qu'elle est aussi persécutée parce qu'elle est une femme. Jamais Staël n'a eu autant de compagnes d'infortune que dans ces années-là. Elle identifie d'autres femmes qu'elle, pour la première fois. Madame de Chevreuse, qu'elle rencontre en 1812. « Il y a une maladie de l'exil, dit-elle. J'ai vu Madame de Chevreuse. Je lui en ai reconnu les symptômes. On ne se guérit pas de cela. » Staël comprend, se reconnaît une sœur en Madame de Chevreuse, Madame de Trémoille, Madame de Luynes, Juliette Récamier. Sororité, on dirait aujourd'hui, solidarité entre les femmes, même avec Joséphine, que Staël croise dès 1805 déjà, mais encore plus en 1810, au moment où Joséphine vient de divorcer, où Staël la rencontre à Lausanne, et elle écrit « Savez-vous avec qui je me suis trouvée ici le jour de mon arrivée ?» Avec l'impératrice Joséphine, et elle ajoute « Nous nous sommes faits, en qualité de puissance détrônée, les plus grandes gentillesses du monde. » Entre Joséphine et moi, dit-elle, il y a une résonance. Nous, les femmes qu'on a chassées, nous, les femmes qui ne correspondons pas au modèle impérial. L'Empire, donc, dote pour la première fois Staël d'une conscience de genre. J'en prends pour preuve la lettre magnifique qu'elle écrit à Juliette Récamier en 1809. « Vous m'avez fait connaître, dit-elle à Juliette, dans ce dernier séjour, ce qu'il y a de vraiment doux dans la tendresse pour une femme, c'est l'alliance de deux êtres faibles qui regardent ensemble leurs oppresseurs. » Enfin, cette conscience de genre, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait une spécificité du féminin, elle n'est pas propre aux femmes. Staël l'impute aussi à Napoléon, chez qui elle diagnostique une cruauté particulière à l'égard des femmes, qui prendrait la forme notamment d'un châtiment que Napoléon réserverait aux femmes et qui est justement l'exil. L'exil, dit Staël, frappe spécifiquement les femmes parce qu'il les prive des plaisirs que la société leur laisse à défaut des autres. Les femmes n'ont pour bonheur dans ce monde-là que la famille, que les amis et que la sociabilité, parce que de toute façon, il leur est interdit d'avoir une carrière publique, et c'est la cruauté spécifique de Bonaparte que d'aller justement les priver de ce qui constitue, déjà pour une raison injuste, leur seul bonheur. Donc il y a une cruauté particulière aussi de la part des hommes et de la part de l'empereur, en tout cas, à l'égard des femmes. Staël a une phrase là encore très claire, en 1808, elle écrit « L'empereur a dit qu'il fallait mener les Français avec une main de fer et un gant de velours. Il me semble qu'il ôte le gant pour les femmes. » Enfin, dernière partie, je vais presque être à l'heure. Oui, alors je la dis juste comme ça, voilà, je vous la livre effectivement, parce que je ne suis plus du tout à l'heure. Donc Staël propose aussi une histoire critique de la puissance. Qu'est-ce que j'aurais dit? Trois choses. Staël a revendiqué sa féminité, a pris conscience qu'il y a un problème masculin-féminin à cette époque, et elle va l'analyser et diagnostiquer dans ces persécutions ce qu'on pourrait appeler une lutte disproportionnée. Staël va se dire, mais pourquoi tant de haine? Pourquoi m'attaquer autant moi, et pourquoi attaquer autant les femmes? Et c'est ce qu'elle appelle la lutte entre la toute-puissance de l'empereur et sa faiblesse. Donc cette disproportion va l'amener à identifier deux raisons de cette persécution. La première, c'est ce qu'elle appelle la puissance de la vertu. Elle dit, nous les femmes, nous avons encore des principes de morale. Nous sommes généreuses. Nous sommes, c'est aujourd'hui ce qu'on a, pour de mauvaises raisons, théorisé comme le soin. Les femmes sont plus sensibles, elles prennent plus soin, elles care more.
Je déteste cette idée que seules les femmes auraient encore un cœur qui bat. Et donc Stahl dit oui, mais en même temps, cette générosité, elle fait de nous des gens insupportables. Pour ceux qui sont pas généreux, mais ont oublié leur générosité. C'est-à-dire que la femme serait toujours le rappel aux personnes cruelles de ce qu'elle devrait encore être. Et du coup, pour elle, cette vertu est une des raisons des persécutions des femmes. Les femmes sont le permanent rappel de ce que l'humanité devrait toujours continuer à être. Et elle dit, Bonaparte, il a oublié la vertu, il est cruel. Et donc c'est la raison pour laquelle il nous persécute. Et elle ajoute cette phrase géniale, il serait bien temps pourtant de lui apprendre à Bonaparte que la vertu a aussi quelque chose de mal et de plus mal que le mal lui-même. Voilà, je m'arrêterai là.